Sous le règne de Trajan, Rome a arpenté les sentiers de la gloire. Elle est venue à bout des perfides Daces, a fait une moisson d'or barbare et poussé les frontières romaines jusqu'à leurs limites. L'Empire est à son zénith. Désormais, après 3 siècles de guerres incessantes, Rome est le centre du monde, une superpuissance sans rivaux. Mais la paix fait mollir l'Empire. Bercés dans le luxe, distraits par les jeux de la reine, les Romains tardent à voir la menace que fait peser une nouvelle horde de barbares déterminés à anéantir Rome. Au cours des 2 siècles suivant la mort de Jules César, l'Empire est en plein essor. La paix et la prospérité font entrer Rome dans un âge d'or. Mais parfois, abondance de biens peut nuire. La paix a permis à Rome de concentrer sa force économique sur son développement intérieur et de laisser de côté les affaires militaires. Cela a donné naissance à une ère de prospérité et à un fleurissement artistique. Mais il y a eu aussi des effets pervers. En perdant l'habitude de se battre, les Romains ont fini par répugner à se battre. Ils se sont retrouvés moins bien préparés qu'ils n'auraient pu l'être. Le long des frontières, les barbares sont toujours aussi belliqueux. Ils mènent des raids constamment à l'affût de points faibles sur les immenses frontières de l'Empire. En 160 après Jésus-Christ, ces frontières s'étendent sur 3 continents et 400 000 soldats protègent les 50 millions d'habitants qui ont la chance de vivre à l'intérieur. À Rome, les jeunes héritiers du trône mènent une vie facile dans le palais de leur père. Ils ont pour nom Marc Aurèle et Lucius Verus. Extirpés de 2 familles patriciennes dans leur jeunesse, ils ont été adoptés par l'empereur Antonin le Pieux qui n'a pas de fils. À en croire l'historien du IIIe siècle Cassius Dion, on ne pouvait imaginer 2 princes plus dissemblables. Marc Aurèle était de santé fragile et dédiait la majeure partie de son temps aux lettres. Verus, quant à lui, était un homme vigoureux et plus jeune. Verus est un esprit libre dont les frasques choquent fréquemment Rome. À l'inverse, l'intellectuel Marc Aurèle prend sa position au sérieux. Marc Aurèle a eu plus de temps pour se préparer à régner que quiconque dans l'histoire de l'Empire. Entre ses 2 fils, l'empereur Antonin a une préférence marquée pour Marc Aurèle l'érudit. Et c'est à lui qu'il a offert son bien le plus cher, sa fille Faustine, faisant de Marc Aurèle son premier héritier. En 161, quand Antonin décède, Marc Aurèle et Lucius Verus revendiquent le trône, soutenu et approuvé par l'armée personnelle de l'empereur, la garde prétorienne. Il était logique que les prétoriens acceptent ces 2 jeunes hommes comme empereurs. De toutes les troupes de l'Empire, les prétoriens étaient les plus susceptibles de les connaître, car ils étaient stationnés à Rome, ils gardaient le palais et par conséquent, ils avaient été en contact avec ces 2 princes pendant des années. Ils consolident leur lien avec les prétoriens par une prime équivalent à plusieurs années de solde. Marc Aurèle et Lucius Verus auront grand besoin de la loyauté de l'armée romaine, car le spectre de la guerre se profile à l'horizon. À l'est, les Parthes envahissent l'Arménie, pays allié de Rome. La Syrie est désormais à la merci d'une attaque. L'historien classique Cassius Dion. Le général Parthe encercla les Romains de toutes parts, terrassant et anéantissant l'ensemble de leurs forces, chefs y compris.
La lutte est sauvage et les Romains ne peuvent résister à l'attaque parthe. En 162, Rome n'a d'autre choix que d'envoyer ses troupes à la guerre. Pour la première fois en 2 générations, un empereur mène une armée, Lucius Verus. Marc Aurèle, lui, restera à Rome. Ces 2 hommes manquaient d'expérience militaire. Marc Aurèle, l'aîné des 2 empereurs, a envoyé Lucius Verus à l'est pour affronter cette menace. Verus s'installe dans un quartier général confortable, à Antioche, loin du front. Il est en contact permanent avec ses commandants sur le front. Du moins, sa bureaucratie l'était. Il dirigeait in absentia. Et ça a fonctionné. Si on a de bons commandants sur le front, ça peut fonctionner. Et heureusement, Verus a l'un des meilleurs chefs militaires de sa génération, Avidius Cassius, le commandant des légions de Syrie. Avidius est présent depuis longtemps sur la scène politique, mais c'est pour la guerre qu'il s'avère le plus talentueux. C'était un général expérimenté, il était lui-même syrien et il avait des contacts avec la noblesse de l'Est. En gros, Verus restait à Antioche et faisait la fête pendant qu'Avidius menait la campagne sur le terrain. Avidius est l'artisan d'une série de victoires qui mènent les Romains au cœur du territoire parthe, face à face avec leurs ennemis. Les soldats romains devenaient réellement meurtriers une fois arrivés à portée de bras. Ça terrorisait tout le monde. C'était un combat rapproché contre un ennemi armé d'une épée, d'une hache, et ils ne pouvaient pas dire ce qui se passait à côté ou derrière eux, à cause de leur casque. Ils n'entendaient quasiment rien et ne voyaient que droit devant eux. Il fallait du courage, du dévouement et une capacité à surmonter sa peur extraordinaire. Au cours des 3 années qui suivent, Avidius et ses troupes traversent la partie en balayant tout sur leur passage. En 165, ils atteignent la capitale, Ctésiphon, près de la Bagdad moderne. Les Romains saccagent la ville antique avec cruauté, comme l'a décrit l'historien classique Cassius Dion. Quand le roi Parthe fut abandonné par ses alliés, Avidius le poursuivit jusqu'à Ctésiphon et rasa son palais. Les pillages échappent à tout contrôle. Alors qu'ils mettent à sac les temples des dieux locaux, les légionnaires volent des objets sacrés. La violation des temples est un terrible sacrilège. Le châtiment divin est rapide et violent. Les légionnaires contractent une maladie mortelle venue de leurs victimes, probablement la peste bubonique. Les Romains quittent Ctésiphon en vainqueurs, et sans le savoir, en porteurs de la contagion. Ayant conquis la partie et repris le contrôle de l'Empire oriental, Avidius et l'empereur Verus rentrent en Italie. La ville célèbre cette glorieuse victoire avec un grand défilé, des fêtes publiques, des jeux du cirque opposant gladiateurs et prisonniers, autant d'activités qui appartiennent à un événement que l'on nomme triomphe. Des milliers de gens descendaient dans les rues pour regarder. Ils agitaient des drapeaux, jetaient des choses et acclamaient l'armée à son passage. La suite du défilé était une immense parade, exhibant le butin, les prisonniers et les montagnes d'armes dont ils s'étaient emparés. C'était un événement public gigantesque. Nécessitant des mois de préparatifs et coûtant une fortune, le triomphe est une expérience unique. Verus célèbre la victoire en compagnie de sa récente épouse, Lucile, la fille de son frère et co-empereur Marc Aurèle.
Quand Marc Aurèle et Lucius Verus ont célébré ce triomphe dans les années 160, toute une génération était née et avait atteint la quarantaine sans avoir vu de triomphe. C'était donc un événement énorme. Mais Marc Aurèle peine à apprécier les festivités. Il sait que la campagne orientale a coûté beaucoup d'hommes à l'armée de Rome. Et pendant que Rome fait la fête, des barbares sauvages se préparent à attaquer les défenses réduites de la frontière nord. Le long de la frontière, les légionnaires qui gardent les fortifications sont en sous-effectif. Trop peu d'hommes sont rentrés de la guerre menée en Orient. Les gardes font des cibles faciles pour les barbares qui surgissent hors des bois pour attaquer. Au IIe siècle, le potentiel guerrier des Germains avait augmenté de façon astronomique par rapport à ce qu'il était lors du conflit initial avec Rome, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ces tribus pouvaient aligner de très grandes armées. Ils étaient vraiment redoutables au IIe siècle après Jésus-Christ. Ainsi, aux confins de l'Empire, des légionnaires se font abattre sans pitié. Les sombres forêts de Germanie deviennent leur tombeau. À Rome, la situation se dégrade. Il semble que la guerre parthe menée par Lucius Verus soit responsable de l'arrivée d'une forme de peste dans le bassin méditerranéen. Elle a décimé la population de l'Empire dans des proportions inimaginables. Un pourcentage extrêmement élevé du monde romain est mort sous le règne de Marc Aurèle. Les estimations oscillent entre 10 et 25%. Et c'était bien pire dans les grands centres urbains où les gens étaient entassés les uns sur les autres. Les charlatans profitent de la peur des habitants et leur vendent des gris-gris d'herbe censés repousser la maladie. Ils prétendent que la peste est la vengeance des dieux envers ceux qui ont saccagé les temples parthes. L'empereur Marc Aurèle doit réparer leur sacrilège par un sacrifice. La seule réponse rationnelle pour un empereur romain confronté à une énorme catastrophe naturelle comme la peste, c'était de rétablir la paix avec les dieux en augmentant le nombre de sacrifices, les manifestations publiques et la dévotion aux dieux. Car en cas de catastrophe naturelle, l'empereur avait la responsabilité de préserver son peuple en regagnant la bienveillance des dieux. 7 jours de sacrifice n'y font rien. Les dieux sont toujours affamés et le bilan continue de s'alourdir, en particulier dans les garnisons militaires. De nombreux soldats expérimentés ont disparu. Beaucoup de civils aussi. Et cela a hypothéqué un redressement rapide. Blessés et malades, l'Empire est faible. Ses ennemis se précipitent pour la mise à mort. En 167, 6000 barbares germaniques traversent le Danube et font irruption dans la province romaine de Pannonie. Ils martyrisent les habitants sans protection, saccagent les villages et enlèvent des centaines de personnes. Certains barbares revendiquent même des terres. On ne sait pas s'ils voulaient simplement piller ou bien migrer. Beaucoup de tribus, voyant les avantages de la civilisation romaine, voulaient leur part du gâteau.
Les attaques sont devenues fréquentes et Marc Aurèle a eu du mal à mobiliser suffisamment de troupes pour les repousser. Durant plusieurs jours, les barbares attaquent la Pannonie qui est sans défense. Les légions romaines sont trop loin et trop étirées le long de l'immense frontière. Quand les légionnaires arrivent enfin, la férocité des Germains est à deux doigts de les tenir en échec. Beaucoup d'entre eux possédaient des imitations d'équipements romains, ou bien même des équipements pris aux Romains. Du temps de Marc Aurèle, l'armée germanique devait être assez impressionnante. Au moment où la première vague vacille, des troupes romaines arrivent d'autres points de la frontière. Une attaque de cavalerie lancée à point nommé et l'arrivée de nouvelles troupes d'infanterie contraint les barbares à battre en retraite. Avec un aplomb incroyable, le seigneur de guerre germain Ballo Marius, de la puissante tribu des Marcomans, s'aventure dans le camp romain pour négocier un traité de paix. Fait surprenant, il ne représente pas uniquement son peuple, mais aussi 10 autres tribus. Ce front uni fait peser un nouveau type de menace sur l'Empire. La menace germanique qu'a dû affronter Marc Aurèle était différente de ce qu'avaient connu les empereurs précédents. Ils étaient devenus plus organisés, leur société avait changé, probablement sous l'influence des Romains et à leur contact. C'est très ironique. Inquiet de la menace barbare qui va grandissant, Marc Aurèle se rend en Pannonie. N'ayant aucune expérience de la guerre, il doit s'en remettre à son chef militaire, Pompeianus, pour l'aider à gagner ses titres de gloire. Les Germains effectuaient des raids de l'autre côté du Danube pour voler du bétail, des esclaves et des marchandises depuis des siècles. Alors pourquoi Rome a-t-elle décidé de mener une expédition punitive à ce moment-là? À mon avis, Marc Aurèle en a profité pour accroître l'activité militaire afin d'acquérir plus de légitimité à Rome. Le frère de Marc Aurèle, l'empereur Lucius Verus, se joint également à la campagne, mais il boit et est bien mal en point. Avant qu'il n'atteigne la frontière, Verus succombe à la peste, contraignant l'ensemble de l'expédition à faire demi-tour. Marc Aurèle n'a d'autre choix que de retourner à Rome avec le corps de son frère. Il abandonne la frontière nord à la menace barbare. Il trouve une cour en crise. Les nombreuses guerres de l'Empire ont laissé les caisses vides et il n'a pas de quoi financer une nouvelle expédition contre les Germains. Les officiels étaient suffisamment fortunés pour se passer d'une paix. Mais pour un soldat qui vivait au jour le jour et obtenait des bonus grâce au butin des conquêtes, ça avait de l'importance. L'Histoire Auguste, un ouvrage du IVe siècle, explique que Marc Aurèle dut recourir à des mesures extrêmes pour payer ses soldats. Marc Aurèle organisa une vente publique de ses propres biens impériaux. Il vendit des coupes d'or et de cristal, et même la robe de soie tressée d'or de sa femme. C'est un peu comme si la famille royale d'Angleterre tombait à court d'argent et devait mettre les bijoux de la couronne en vente sur un site internet. Pour moi, c'était une opération de relations publiques. On ne peut pas lever l'argent nécessaire à une guerre en vendant son deuxième ou même son troisième service en porcelaine, car grosso modo, c'est ce que l'empereur a fait. Le but était de montrer que même l'empereur faisait des sacrifices personnels pour le bien public, un peu comme ce qu'ont fait les Américains en achetant des titres d'emprunt de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Les recruteurs espèrent que l'argent attirera de nouveaux soldats, mais l'appel aux armes ne suscite guère d'enthousiasme.
L'Empire romain était à court de main-d'œuvre et mal en point économiquement. Les gens hésitaient à quitter des familles qui n'avaient absolument aucune envie d'envoyer des jeunes hommes en pleine santé à la guerre. Les reprises de l'épidémie de peste contribuent également à l'épuisement des ressources de l'Empire. Scandaleusement, Pompeianus, le principal conseiller militaire de l'empereur, se tourne vers la lie de la société, comme le raconte l'histoire Auguste. Ils armèrent les gladiateurs et transformèrent les bandits de Dalmatie en soldats. Ils allèrent jusqu'à donner une préparation militaire à des esclaves. Pompeianus est atterré par le faible niveau de ses recrues. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de préparer cette armée de briques et de brocs, la catastrophe s'abat sur la frontière de l'Empire. En 169, des nuées de groupes de guerriers germains attaquent les provinces romaines longeant le Danube. Marc Aurèle et Pompeianus doivent faire route vers la Germanie avec leur nouvelle légion, qu'elle soit prête ou pas. Sur le terrain des Germains, cette armée romaine inexpérimentée est en position de faiblesse. Quand les Germains arrivaient à faire traverser le Danube aux Romains pour qu'ils se battent sur un terrain boisé où ils ne pouvaient pas développer leur tactique en formation ou utiliser leur artillerie efficacement, les Germains avaient l'avantage et gagnaient souvent. Au printemps 170, les plus grandes tribus germaniques, les Marcomanns et les Gades, affrontent les Romains et les mettent en pièces. Marc Aurèle était un homme d'exception, mais cela ne signifie pas qu'il était un chef capable de mener ses troupes efficacement. Il faut reconnaître que son bilan sur ce tableau n'est pas bon. La première grande bataille de Marc Aurèle se solde par le massacre de 20 000 Romains, la pire défaite romaine en un siècle. En plus de cette cuisante défaite enregistrée lors de sa première campagne, un autre drame se joue dans le dos de Marc Aurèle. Pendant qu'il s'enlise dans la région du Danube, d'autres Germains s'enfoncent en Italie. En 170, ils attaquent la riche ville portuaire d'Aquilée, près de l'actuelle Venise, et la mettent à sac. C'est la première fois en 3 siècles que des barbares font une incursion en Italie. Ils sont violents, ils sont cruels, ils sont barbares. Et dans l'esprit des Romains, ils évoquent l'image des Gaulois prenant Rome au IVe siècle avant Jésus-Christ, ou la menace des Cimbres et des Teutons à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Les Romains redoutent l'arrivée de ces barbares en Italie. Alors que la terreur s'empare de Rome, Marc Aurèle doit agir rapidement et vaincre ses ennemis une fois pour toutes. Il longe le Danube vers le nord avec son armée et se prépare à envahir les terres des puissants Marcomanns. Les froides forêts du Nord sont un environnement inconnu de Marc Aurèle. Seul et coupé de l'unique foyer qu'il ait connu, Marc Aurèle s'adapte mal à la rude vie d'officier militaire. Sa santé décline. Le célèbre médecin antique Galien était le médecin personnel de Marc Aurèle. Galien lui avait préparé un médicament à prendre tous les jours pour le soigner de maladies déjà contractées et pour prévenir de nouveaux maux. En particulier la peste, qui continue de décimer ses troupes. Avec la mort constamment présente à l'esprit, Marc Aurèle consigne ses pensées intimes dans un journal. Connu sous le titre « Pensées pour moi-même », il est encore édité aujourd'hui et dépeint un homme en lutte avec son destin. N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans.
la mort plane au-dessus de toi. Pendant que tu vis, pendant que c'est en ton pouvoir, sois un homme bien. La philosophie lui offre un moyen de surmonter les crises, de surmonter les épreuves auxquelles il doit faire face quotidiennement le long du Danube. La solitude qu'il connaît dans les profondes forêts de Germanie est bien loin du chaos et des bains de sang qui l'attendent sur les champs de bataille. Il lance une série de frappes militaires sur les terres des plus dangereuses tribus, les Sarmates, les Cades et les Marcomanns. Les barbares ont déjà vaincu Marc Aurèle une fois, et c'est en pleine confiance qu'ils installent leur campement le long du fleuve. Mais Marc Aurèle a appris de ses ennemis. Il abandonne la classique formation en ligne romaine au profit d'unités plus réduites et mobiles, baptisées vexillation. Elle confère à son armée plus de souplesse lorsqu'elle manœuvre au milieu des arbres. C'était une guerre nouvelle, une guerre différente. Et elle l'était notamment pour les vétérans qui n'avaient connu que la guerre contre les Parthes au Moyen-Orient, avec des formations en ligne et des tactiques conventionnelles. C'était une guerre où l'embuscade serait la norme. Au moment où les barbares s'y attendent le moins, les Romains fondent sur eux. Dans le feu de la bataille, un soldat romain était sur la corde raide. Il devait contrebalancer l'énorme montée d'adrénaline qui le poussait à attaquer. Il devait rester calme, malgré ses hormones qui le submergeaient. Il devait mettre de côté la panique naturelle qui affecte quiconque se retrouve à 60 cm d'un adversaire, dans une zone aussi dangereuse pour lui que pour son ennemi. Enfin, l'empereur Marc Aurèle, souffrant et inexpérimenté, peut se targuer d'une victoire en terres ennemies. Les Romains exploitent cette victoire en érigeant une ligne de garnison en terres marcomannes et Cades. L'annexion de la Germanie commence pour de bon. Mais les Germains répondent agressivement et s'en prennent au fort. Tels des frelons dont on aurait violé le nid, des nuées de barbares lancent des attaques coordonnées sur le quartier général de l'empereur. Les Germains qui surgissaient de la forêt contre Marc Aurèle n'étaient pas les sauvages hurlants, vêtus de peau d'ours et armés de boucliers en bois et de grosses haches que l'on voit à Hollywood. Ils étaient confrontés aux Romains depuis 2 siècles, ils avaient appris leur technique, ils avaient étudié leurs équipements, ils savaient comment les Romains se battaient. Si les Germains pénètrent dans la forteresse, les Romains savent que personne n'en réchappera. À l'intérieur, Marc Aurèle circule parmi ses hommes pour leur redonner courage et s'expose lui-même au danger. On peut imaginer qu'en raison d'un sens des responsabilités que l'on ne peut qu'approuver, il se disait que s'il devait envoyer des hommes mourir à la guerre, il fallait qu'il soit présent pour s'impliquer et pour mener ses campagnes. Alors que la situation devient critique, Marc Aurèle se tourne vers ses dieux païens, exécutant des sacrifices et implorant leur aide contre les hordes germaniques. Selon l'histoire auguste, qui fut écrite au IVe siècle, les dieux lui répondent par un miracle. Tenant bon, il pria les dieux et leur demanda l'aide de la foudre contre ses ennemis. Les barbares, bien entendu, ont perçu l'arrivée de la foudre comme un mauvais présage. C'était le signe que les dieux étaient en faveur des Romains. Et cela n'augurait rien de bon. Aux portes de la forteresse, les barbares terrifiés battent en retraite. Les Romains sont sauvés. Survoltés, les légionnaires acclament Marc Aurèle en lui donnant un nouveau titre.
Germanicus, vainqueur des Germains. Avec force, ténacité, discipline et, selon certains, grâce à des miracles, Marc Aurèle a donc pris l'ascendant sur les Germains. Même les communautés de fermiers pacifiques sont à la merci de la colère de Marc Aurèle. Les Romains prouvent leur domination à la pointe de l'épée. Beaucoup des guerres menées contre les Germains étaient de type génocidaire. Les Romains attaquaient des villages, massacraient tout le monde et emportaient les femmes et les enfants comme esclaves. Les soldats ramenaient des têtes d'ennemis pour obtenir des récompenses. Les Romains ont immortalisé l'horreur de ce conflit sur un monument qui commémore les campagnes germaniques, la colonne de Marc Aurèle. Cette colonne dit « Ce sont des choses brutales et horribles que l'empereur fait pour votre sécurité. Voilà ce qu'elle coûte, et ce n'est pas joli. » Dans les terres tribales de Germanie, Marc Aurèle dessine deux nouvelles provinces, la Marcomanie et la Sarmatie. Mais au moment précis où elles semblent se stabiliser, de mauvaises nouvelles arrivent d'Égypte. L'Égypte était l'un des plus importants territoires de l'Empire romain, car elle était très riche. Il y avait la crainte que quelqu'un vienne à contrôler l'Égypte et menace l'ensemble de l'Empire. Cette crainte s'avère fondée lorsque des rebelles égyptiens mènent une révolte sanglante contre leurs dirigeants romains. Les peurs venues du désert vont grandissantes. C'était un sujet d'inquiétude. Il fallait réagir vite. L'Égypte était l'un des gros fournisseurs de grains de Rome elle-même. Quelqu'un qui aurait contrôlé l'Égypte aurait pu étrangler l'approvisionnement en nourriture de la plèbe de la ville de Rome, qui en retour aurait mis l'empereur sous pression pour qu'il agisse. En 174, Marc Aurèle envoie chercher 3 légions basées en Syrie pour qu'elles fassent route vers Alexandrie, en Égypte. Cette armée est commandée par l'un des plus vieux amis de Marc Aurèle, un homme de confiance, Avidius Cassius. Marc Aurèle a nommé un général célèbre pour ses succès, Avidius Cassius. Il lui a confié le commandement global de la moitié orientale de l'Empire. Il était au-dessus des gouverneurs de province. Le héros de la campagne parthe ne déçoit pas. Avidius étouffe la rébellion rapidement, assurant la mainmise romaine sur le territoire égyptien et sur ses richesses. Mais le long de la frontière avec la Germanie, l'ennemi est beaucoup plus insaisissable. La campagne de Germanie semblait sans fin. Il progressait, mais quand il mettait une tribu au pas, une autre se manifestait à 80 km le long du fleuve. Et il fallait y remédier. Depuis 7 ans, Marc Aurèle combat les barbares dans les denses forêts du Nord au détriment de sa propre santé. En 175, il tombe malade sur la frontière germanique. Peste ou ulcère, on l'ignore, mais sa mort semble imminente. Son infirmière et épouse, l'impératrice Faustine, est à ses côtés depuis 20 ans. Elle s'inquiète pour son propre avenir. Si une impératrice ou une princesse voit son époux mourir, tomber en disgrâce ou se faire voler le pouvoir, son espérance de vie
se mesure en minutes, ainsi que celle de ses enfants. Elle a tout intérêt à ce que son mari se porte bien et soit soutenu. Si tel n'est pas le cas, mieux vaut qu'elle soit prévoyante. Faustine est accablée de chagrin. Qui la protégera s'il meurt? Elle offre sa main et l'Empire à un autre patricien, Avidius Cassius, le populaire commandant des armées d'Égypte. Estimant qu'il mérite le titre d'empereur, Avidius saute sur cette occasion. L'histoire Auguste. Alors que Marc Aurèle respirait encore, Avidius Cassius fit courir de fausses rumeurs sur sa mort. Il dit à son armée que le Sénat avait déjà élevé Marc Aurèle au rang de dieu. Ensuite, il se déclara empereur. Avidius pensait peut-être agir dans l'intérêt du peuple. Marc Aurèle est perçu comme ayant été un bon empereur, mais ce n'était pas un empereur fort. Il n'excellait pas dans la sphère militaire. Alors même qu'Avidius revendique le trône, Marc Aurèle se remet de sa maladie. Les deux hommes se retrouvent dans une position impossible. Que pouvait-il faire? Il ne pouvait pas dire « Au fait, désolé pour l'histoire du trône, c'était une erreur, on passe à autre chose ». Maintenant qu'il avait énoncé son intention de devenir empereur, il serait toujours suspecté. Pour Marc Aurèle, c'était une situation risquée à bien des égards. Avidius Cassius était l'un de ses meilleurs chefs militaires et il disposait de troupes nombreuses. À présent, il est sur le point d'emmener ses troupes à Rome pour revendiquer le trône. Marc Aurèle est toujours empêtré dans sa campagne germanique, et voilà maintenant qu'un ami proche le trahit. Pire que tout, Avidius Cassius est poussé à revendiquer le trône par la propre femme de Marc Aurèle. Marc Aurèle doit mater la révolte d'Avidius Cassius. Il doit aussi s'occuper de la trahison de sa femme. Mais conscient qu'il risque de mourir lors de la lutte à venir, il proclame son fils, Commode, héritier du trône. Commode n'était pas suffisamment âgé pour être capable d'intriguer en sa faveur. Marc Aurèle semble n'avoir jamais envisagé qui que ce soit d'autre que son fils pour lui succéder. Gâté par le luxe de sa jeunesse royale, le jeune garçon n'a encore rien prouvé sur ses qualités d'homme ou sur sa valeur militaire. Mais il est le fils unique de Marc Aurèle. Ce choix sera néfaste pour Rome. Pourquoi a-t-il promu Commode? Simplement parce que Commode était son fils et que c'était la façon normale de voir les choses dans les familles de l'aristocratie romaine. Les sénateurs haut placés et les aristocrates se perpétuaient de génération en génération. Maintenant que la position de son fils est assurée, Marc Aurèle va s'occuper de la femme qu'il a trahie pour Avidius Cassius. Chose incroyable, il lui pardonne. Marc Aurèle n'a pas châtié Faustine. C'était un homme intelligent, et sans doute a-t-il compris, peut-être après une conversation intime, quelles étaient ses motivations. Il ne l'a pas rejetée, n'a pas divorcé et n'a pas du tout cherché à la déshonorer. Alors que ses troupes s'apprêtent à marcher sur l'armée d'Avidius Cassius, un messager approche envoyé par les soldats de Cassius. Ils ont évincé l'usurpateur, espérant ainsi échapper à la vengeance du véritable empereur. Ils connaissent le prix de la trahison. Le scénario classique, c'était une série de dénonciations, d'interrogatoires, de tortures, d'exil, d'exécutions, de suicides forcés. Le messager apporte un lugubre présent. La tête d'Avidius Cassius, autrefois ami de Marc Aurèle. Selon l'historien Cassius Dion, Marc Aurèle était tellement peiné par la mort d'Avidius
il ne put se résoudre à regarder la tête coupée de son ennemi. La rébellion est terminée et Marc Aurèle peut reprendre le grand projet de sa vie. Vaincre les barbares germaniques une fois pour toutes. La rébellion a interrompu sa campagne. Il a dû réorienter ses ressources, ses troupes, ses fonds, et tout cela a perturbé son plan. Les barbares tirent profit de cette interruption. En 178, Marc Aurèle envoie des troupes à la rencontre d'un violent groupe de rebelles le long du Danube. Leur sauvagerie n'a fait qu'augmenter. C'était si impressionnant d'affronter ces barbares, grands, tapageurs, malodorants, et si différents d'eux, que parfois, ils devaient boire avant la bataille pour se calmer les nerfs. Marc Aurèle doit soumettre cet ennemi, sans quoi ces années d'épreuves le long de la frontière auront été inutiles. Le vieillissant Marc Aurèle isole les chefs rebelles et les fait brutalement exécuter. Il pense qu'avec une saison de campagne supplémentaire, il mènera le conflit à son terme. Les guerres germaniques de Marc Aurèle ont duré extraordinairement longtemps. Mais il y a fort à croire qu'à l'origine, ni Marc Aurèle ni quiconque n'aurait pensé qu'elle serait aussi longue. Approchant maintenant des 60 ans, Marc Aurèle espère que son fils et héritier, Commode, poursuivra son combat contre les Germains. Une lutte qui lui a ravi les plus belles années de sa vie. Marc Aurèle avait formé Commode. Il l'avait emmené avec lui lors de ses campagnes, mais il était trop jeune. Je ne pense pas que Marc Aurèle se rendait bien compte du genre d'empereur que son fils risquait de devenir. Dans son rôle de co-empereur, le jeune homme est devenu fainéant. Il n'accorde aucun intérêt aux victoires si difficilement acquises. On ne pourrait imaginer homme plus différent de Marc Aurèle. Toutefois, il est aux côtés de l'empereur lorsque celui-ci s'éteint, succombant probablement à la même peste qui a emporté son frère. Tout juste âgé de 19 ans, Commode en a assez de la guerre. Il n'a qu'une hâte, retrouver Rome et sa vie facile. Ce n'était ni un chef, ni un visionnaire de la trempe de son père. Et il a plus ou moins laissé tomber les campagnes sur le Danube. Sur le long terme, ce sera mauvais pour Rome. Laissant derrière lui de mauvais traités et des garnisons réduites, le nouvel empereur abandonne la Germanie, en jetant aux orties 13 années de combats et de bains de sang, pour retrouver le confort de Rome. Privé de la vigilance de son empereur Marc Aurèle, le grand empire romain mène une lutte perdue d'avance contre les nuées de barbares. Quand vous avez une conjonction de mauvaise gouvernance, de malchance et de menaces extérieures, vous êtes vraiment dans le pétrin. Ce qu'ils ont découvert, notamment durant le règne de Marc Aurèle, c'était qu'ils ne pouvaient pas résister à plus d'un certain nombre de conflits simultanés le long de cette frontière. Le vent est en train de tourner pour Rome. Il n'y aura plus jamais d'empereur comme Marc Aurèle. Pour Cassius Dion, c'est le début de la fin. Notre histoire passe maintenant d'un royaume d'or et d'argent à un royaume de fer et de rouille.